Bonjour à tous, donc moi je suis le docteur Benjamin Durand, je suis praticien hospitalier en génétique clinique au CHU de Strasbourg au sein de l'IGMA, donc dans la même équipe que le docteur El Chehadé qui a fait la première présentation il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, donc avec le professeur Romain Coutel, on va vous parler de l'impact du diagnostic génétique dans la prise en charge des troubles du neurodéveloppement. Alors une petite présentation aussi rapide de l'IGMA. Donc l'IGMA, c'est notre service de génétique qui, comme vous pouvez le voir sur l'image, en fait, n'est pas vraiment au sein de l'hôpital. Il est juste à côté du nouvel hôpital civil à Strasbourg. Donc, c'est ce bâtiment orange que vous avez peut-être déjà vu. Donc, vite fait pour représenter l'équipe. Donc, on est plusieurs médecins. Donc, notre chef de service, de professeur Alain Docus. Puis après, on est plusieurs praticiens hospitaliers en génétique. Mais on a également avec nous une neuropédiatre, le docteur Anaïs Philippe. On a des conseillers en génétique. On a aussi une équipe de psychologues. Et puis après, toutes les personnes du paramédical, donc les secrétariats, les infirmières, les assistants sociaux et les ARC. Voilà, donc c'est juste pour un peu vous resituer, comment se passe la génétique à Strasbourg. Hop et j'arrive plus à passer. Voilà, super. Les troubles du neurodéveloppement, alors je vais pas du tout m'attarder dessus, c'était juste pour vous, reparler un peu de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, bah, ça correspond à plusieurs troubles, hein, donc il va du trouble du spectre de l'autisme au trouble moteur, aux troubles d'apprentissage, le trouble du développement intellectuel, le TDAH. Donc ça, je pense que vous connaissez bien, et puis on en avait déjà parlé la dernière fois, c'était juste pour refaire un petit, un petit point là-dessus. Dans le premier webinaire sur la génétique, mes 2 collègues, donc docteur Elchehadé et docteur Piton, avaient abordé donc plusieurs petits points. Donc c'était l'intérêt des analyses génétiques dans les TND. Donc on avait conclu que ça permettait d'améliorer le diagnostic et donc de diminuer l'errance diagnostique des familles, permettre aux familles de communiquer entre elles, de préciser le conseil génétique, aussi, d'améliorer la recherche sur des nouveaux gènes, sur des nouvelles pathologies et puis améliorer leur prise en charge. Et en fait, c'est un peu ça qu'on va voir aujourd'hui. J'ai un peu détaillé tous ces points et en rajouté quelques-uns. Alors déjà, le diagnostic génétique, ça sert à quoi? Ça sert déjà à comprendre. Il y a le moment de l'annonce en génétique, donc on fait des premières consultations, on voit les enfants, on voit les adolescents, les adultes, puis on prescrit les analyses génétiques, puis à l'issue de ces analyses génétiques, ben, on a un résultat qu'il faut rendre et quand ce résultat et ben, il annonce une pathologie génétique, ben, c'est un moment particulier parce que c'est une sortie de l'errance diagnostique pour les familles, pour les parents. C'est en fait, c'est mettre un nom, sur les symptômes de l'enfant. Ce sont des consultations qui vont être longues, qui prennent environ 45 minutes à 1 heure, qui peuvent être faits, en un temps ou parfois en plusieurs temps quand c'est très compliqué. On a même parfois des rendez-vous post-diagnostic, hein, quand les parents ont besoin de rediscuter, dans les suites du diagnostic. Ça se fait la plupart du temps en présence des 2 parents quand il s'agit d'un enfant et puis parfois, avec une psychologue si les parents le jugent nécessaire ou si nous-mêmes on le juge nécessaire. Ce moment de l'annonce, il est dédié à l'explication du syndrome génétique, de la pathologie qui va être responsable du trouble du neurodéveloppement de l'enfant. Heu, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette consultation? On va expliquer déjà le mécanisme génétique à l'origine du syndrome, le mode de transmission, ce qui va permettre d'adapter le conseil génétique pour le patient, pour les parents et pour les apparentés aussi un peu plus lointains. On va expliquer les signes, les symptômes, les complications qui peuvent être liées à cette pathologie. Souvent, quand c'est des pathologies multi-organes, ben, là, on va devoir, nous, faire de la littérature scientifique, c'est-à-dire, ben, si c'est une pathologie très rare, essayer de comprendre comment va se manifester la pathologie pour expliquer au mieux aux parents et aux patients. Donc on va s'appuyer sur des outils comme PubMed, sur Orphanet, PNDS, GenReview dont je vais reprendre un petit peu tout à l'heure, ces termes. On va aussi se baser sur notre propre expérience, expérience aussi du centre. Et puis, on va insister sur une notion importante qui est en génétique, c'est l'expressivité variable des pathologies. C'est-à-dire pour un même syndrome génétique, pour une même pathologie génétique, on va avoir une expressivité très variable entre les différents patients. Et ça va permettre, bien entendu, d'orienter la prise en charge, de mettre en place des suivis adaptés, et puis parfois de mettre en place un traitement s'il est disponible. Alors, le suivi génétique, ça sert à quoi? Bah, ça sert à prendre mieux en charge les patients et à les accompagner. Alors une notion importante aussi, c'est l'âge à laquelle on fait le diagnostic génétique. C'est pas du tout pareil d'annoncer un diagnostic génétique à un enfant en âge très précoce, par exemple un enfant, préscolaire, donc avant 3 ans, ou d'annoncer un diagnostic à un enfant qui est déjà à l'école, un adolescent ou encore même un adulte. Ça aura un impact sur la prévention des complications à vérifier. Par exemple, tout ce qui est on sait que dans les troubles du neurodéveloppement, il y a souvent de l'épilepsie qui peut être associée. Souvent cette épilepsie, bah, elle se déclenche pendant l'enfance. Donc c'est sûr que si on fait un diagnostic génétique à l'âge adulte, on sera quand même beaucoup plus rassurant dans la majorité du temps sur l'apparition d'une épilepsie.
Puis aussi, il y a les incertitudes sur l'évolution. Ça va apporter une nouvelle question aux parents. Typiquement, les questions qu'on peut avoir quand c'est un enfant qui est très jeune, ça va être quelle sera l'autonomie de mon enfant, quelle sera la scolarité qu'il faudra envisager, quel sera son métier, quelle sera son espérance de vie. Et c'est souvent des questions où il est très difficile de répondre. Ça va permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'adapter la prise en charge, de rechercher nous, ce qu'on appelle les comorbidités, donc c'est les signes associés aux troubles du neurodéveloppement, surtout quand on est dans un syndrome multi-organes. Alors, ça va être prescrit des examens complémentaires en fonction de l'âge, dépister et faire de la prévention sur des complications. Par exemple, dans une pathologie génétique qu'on appelle la neurofibromatose de type 1, on sait qu'il y a un risque tumoral important, notamment un gliome des voies optiques, à un âge très jeune, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis, passé cet âge de 6 ans, on sait que ce risque diminue. Donc c'est sûr que c'est pas pareil si on fait un diagnostic de neurofibromatose de type 1 avant 6 ans ou après 6 ans. Tout ce qui est aussi troubles psychiatriques, notamment dans le syndrome de Digeorge, on sait que voilà, c'est une comorbidité importante du syndrome. Ça va permettre aussi parfois de contre-indiquer certains traitements. On sait qu'il y a des traitements qu'il ne faut pas donner dans certaines pathologies génétiques, ou même qu'il y a des traitements qui sont inefficaces. Par exemple, tout ce qui est hormones de croissance. Parfois, dans certains syndromes génétiques avec petite taille, il y a pas de, on sait que l'hormone de croissance ne fonctionne pas. Et puis, il y a aussi les précautions à prendre en cas d'anesthésie générale, parfois dans certaines pathologies. Ça permet aussi d'éviter des examens inutiles, qui sont parfois coûteux, avec un temps d'attente qui est parfois long, et puis qui sont parfois difficiles aussi à réaliser, hein, notamment les imageries cérébrales chez les patients avec un diagnostic de troubles du spectre de l'autisme. On sait que c'est très difficile de faire des IRM. Donc, si on peut éviter de faire des examens inutiles, bien sûr que c'est un bénéfice. Puis la prise en charge thérapeutique, donc elle soit symptomatique la plupart du temps, et puis parfois un traitement curatif s'il existe. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après. Ça permet aussi parfois, de donner en tout cas un pronostic, enfin une vision un petit peu, à long terme. Alors que ce soit sur le pronostic vital ou le pronostic surtout neurodéveloppemental. Bah, pour certains syndromes, on sait de manière générale comment évoluent, les enfants, les adolescents et les adultes. Ça permet de mettre en place un suivi le plus souvent multidisciplinaire qui va être coordonné soit par le centre de référence, soit par un centre de compétences. Donc, on va mettre en relation différents professionnels de santé qui sont spécialistes. Et puis aussi mettre en place ou adapter la prise en charge paramédicale et médico-sociale qui est aussi indispensable. Ça va permettre d'accompagner, les enfants et les parents, donc pour leur faciliter l'accès à des aides, à des prestations via, la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Leur aider à trouver des structures d'accueil pour la vie quotidienne, tout ce qui est établissements médico-sociaux, adapter la scolarité, anticiper la suite. Donc ça va être les orientations vers les CAMS, les CMP, les CMPP, mettre en place une AESH, une classe en ULIS, une IME et cetera. Et puis, la transition enfant, adolescent, adulte aussi qui est très importante pour la suite. Enfin, ça permet aussi, bah, de mettre en relation des familles et puis leur donner des informations et des ressources concernant, la pathologie qu'on vient de diagnostiquer. Donc ça va être tout ce qui est association de patients, là je vais revenir tout à l'heure dessus, mais et aussi tout ce qui est groupe Facebook. Alors souvent, quand il y a pas d'association de patients, ben, il y a des parents qui créent des groupes Facebook sur les pathologies, rares de leur enfant. Mais là, je vous ai mis un petit attention parce que souvent sur ces groupes Facebook, les informations qui sont délivrées, ben, elles ont pas forcément de validées, elles sont pas forcément validées par des médecins et donc faut faire toujours attention au contenu scientifique sur ces, groupes Facebook, contrairement aux associations, de patients où il y a un comité scientifique derrière. Il y a aussi le forum maladies rares, que vous pouvez retrouver sur le service maladies rares info service. Donc c'est un service national d'information et de soutien pour les maladies rares. Donc sur ce site, ça va permettre aux patients de témoigner, aux parents même de témoigner, d'échanger avec d'autres patients, d'autres familles, de permettre aux patients d'être écoutés, de poser des questions et d'obtenir des informations précises et puis de les orienter aussi vers, des filières de santé, proches de leur domicile, vers des plateformes d'expertise également. Et puis il y a aussi l'éducation thérapeutique du patient dont je vais vous parler juste après. Donc ça, c'est un petit peu, un un petit peu une overview de comment ça se passe. Donc la personne qui est atteinte de maladies rares et ben, on va l'orienter pour une prise en charge médicale, pour une prise en charge paramédicale, pour lui donner des informations, pour aussi une prise en charge socio-professionnelle éducative, les des soins aussi associés en plus, hein, donc tout ce qui va être aide technique, par exemple. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des protocoles, nationaux de diagnostic et de soins. Donc, c'est vraiment des documents très importants pour nous, quand on annonce un résultat génétique parce que ce sont des référentiels de bonnes pratiques pour la prise en charge des maladies rares. En fait, ces documents, ils permettent d'expliciter aux professionnels de santé qui vont être concernés par la prise en charge du patient, quelle est la thérapeutique optimale à mettre en place et quel est le parcours de soins. Ça permet d'optimiser et d'harmoniser le parcours, de soins de ces maladies rares sur le territoire français. Voilà, c'est vraiment des protocoles nationaux, donc vraiment pour la France. Et puis ce qui est important aussi dans ces protocoles nationaux, c'est qu'il y a une partie, qui fait environ 1 à 2 pages, qui est une synthèse destinée aux médecins traitants.
Ce sont des documents qui sont élaborés par les centres de référence, par les centres de compétences de maladies rares et qui vont être édités par la Haute Autorité de Santé. Donc, vous les trouvez gratuitement sur le site de la HAS et sur les sites aussi des filières de santé ou des centres de référence. Mais il n'y a pas un PNDS pour toutes les maladies rares, hein. Il y a plus de 8 000 maladies rares, il y a plus de 1 000 pathologies, rares avec troubles du neurodéveloppement et vous voyez qu'en date là de, je crois que c'est hier que j'ai vérifié, si je dis pas de bêtises, il y avait 397 PNDS sur le site de l'HAS. Donc vous voyez qu'on est loin de couvrir l'ensemble des pathologies rares. Mais il y a des alternatives au PNDS. Alors, il y a un équivalent, alors je mets équivalent entre guillemets parce que c'est pas tellement un équivalent, mais c'est à peu près le même principe. C'est ce qu'on appelle, nous, le Gene Reviews. Alors, c'est en anglais. C'est un document qui donne plutôt des données très généralistes sur le syndrome, alors qui peuvent être aussi très précises, mais qui sont plutôt à destination des spécialistes de la pathologie, qui sont beaucoup moins accessibles que les PNDS et qui vont émettre des recommandations de suivi, mais pas vraiment de guidelines globales adaptées à chaque pays. Et puis, notre meilleur ami, nous aussi en génétique, c'est la bibliographie, c'est des sites comme PubMed, on va trouver la littérature scientifique sur les syndromes et puis le site Orphanet que vous connaissez sûrement. Hem, on peut aussi, dans certains cas, dans des maladies très rares, on va contacter des équipes expertes au niveau national, au niveau, international quand il y a très, très peu de patients. Mais voilà, je vous ai mis un petit encadré, hein. Il y a pas toujours la possibilité d'avoir des informations, précises sur internet, compte tenu de la rareté de certains syndromes, de certaines pathologies ou même du caractère très récent de certaines pathologies, hein. Parfois, on rend des pathologies génétiques qui ont, dont le diagnostic dont on connaît, l'origine depuis quelques mois seulement, hein. Donc en fait, souvent, on apprend avec le patient et c'est pour ça que c'est important de suivre le patient, tout au long de sa vie. Un petit exemple d'un PNDS qu'on a édité, avec, la filière de santé et puis avec dont, docteur Coutel aussi participait, c'est sur le syndrome de Weismann-Steiner, donc on va beaucoup parler, moi et le docteur, Coutel tout à l'heure. C'est un syndrome, qui est rare, certes, mais qui fait partie des syndromes les plus fréquents responsables de troubles du neurodéveloppement parce que le gène KMT2A qui est responsable de ce syndrome-là, c'est le troisième gène le plus fréquemment muté dans la déficience intellectuelle. En France, on a plus de 100 patients qui sont atteints de ce syndrome, donc qui va donner un retard de développement psychomoteur avec une déficience intellectuelle de manière très variable. On a même des enfants, des adolescents qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Ça peut être des troubles du comportement avec du TSA, du TDAH, de l'anxiété et puis plein de petites choses associées. Et donc, on a travaillé sur le PNDS de ce syndrome, il y a 2 ans maintenant. Donc il a été édité par le Centre de référence Madeira Anomalie de développement et dirigé par ma collègue docteur Elise Schaeffer et puis par le docteur Morin qui est, généticien à Amiens. Donc c'est un document, oui, qui fait 63 pages et j'ai mis aussi un petit encadré en bas parce que, donc il y a un gene review sur ce syndrome. Maintenant, il y a le PNDS français et le but, c'est que on puisse harmoniser nos pratiques au niveau, international. Donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler un petit peu avec nos collègues internationaux pour éditer un communiqué de bonnes pratiques, du syndrome, pour le monde entier. Alors, je vous ai fait des petites captures d'écran d'un PNDS, comment ça se présente. Donc vous voyez qu'il y a cette fameuse synthèse à destination du médecin traitant qui va résumer le syndrome, qui va dire comment on fait le diagnostic, par quel mécanisme génétique on fait le diagnostic et puis un résumé de la prise en charge. Et puis si on va un petit peu plus loin, vous voyez qu'il y a toute une partie, qui explique tous les enfin, tous les symptômes de la pathologie et puis des informations utiles et des contacts utiles pour les parents et pour les patients. Donc ça va être les sites des filières, le site Orphanet, les associations de patients, on va aussi mettre le lien. Donc c'est pour les médecins et aussi pour les parents et les patients. Pour le suivi, alors, il y a souvent en fait, 2 tableaux. Donc il y a un premier tableau, ça va être l'examen recommandé quand on fait le diagnostic. C'est-à-dire on voit le patient, on annonce le diagnostic, qu'est-ce qu'il faut rechercher en premier lieu? Donc vous voyez qu'il y a des examens systématiques et puis il y a des examens à réaliser selon le bilan clinique et selon la clinique. Et puis après dans le suivi, c'est pareil, il y aura des suivis un peu systématiques qu'on va devoir faire tout au long de la vie ou au cours d'une période donnée et parfois, des suivis qui vont être forcément adaptés à la symptomatologie. Concernant les associations de patients, c'est des acteurs clés dans la prise en charge. Ils vont beaucoup aider les patients, les familles et puis, nous aussi, hein. Ils ont un rôle très important, donc ils ont un rôle de soutien qui va être moral, émotionnel, financier. Un rôle aussi dans l'information, dans la sensibilisation, dans les échanges, dans les défenses des droits des patients. Ils vont permettre aussi l'amélioration de la qualité de vie des patients, dans l'accompagnement aussi de la recherche. Ils vont aider au développement des thérapeutiques. Ils vont aussi représenter l'intérêt des familles dans les décisions politiques de santé publique. Ils vont être aussi, quand il y a un essai clinique dans une pathologie génétique, on prend contact avec les associations de patients pour avoir leur avis. Alors ces associations de patients, elles peuvent être
française. Alors, il y en a plus de 300, hein, 300 associations de patients dédiées aux maladies rares. Elles sont regroupées la plupart dans ce qu'on appelle l'Alliance Maladies Rares, donc qui va regrouper la plupart de ces associations et puis aussi des associations, étrangères, notamment aux États-Unis. Pour reprendre mon exemple du salon de Wittmann-Steiner, donc avant 2024, il y avait un groupe Facebook, avec beaucoup d'adhérents. Il y avait plus d'une centaine d'adhérents, que ce soit des parents, des frères et sœurs, des patients eux-mêmes. Et puis, début 2024, ben, il y a un petit groupe de parents qui s'est motivé et qui a créé l'association, qui est officiellement, créée donc depuis le 11 janvier 2024. Et puis on a créé, avec cette association un comité scientifique dont je fais partie et dont, professeur Coutel fait partie également. Et avec cette association, bah, on est en train de monter des projets de recherche, donc notamment, le devenir à l'âge adulte des patients avec ce syndrome, aussi des troubles gastro-intestinaux dans ce syndrome parce qu'on s'est rendu compte que certains patients avaient, des particularités à ce niveau-là. Et puis, ça permet aussi de mettre en place des journées scientifiques, donc c'est des journées au cours desquelles on va inviter des généticiens, des pédiatres ou tout autre, médecin impliqué dans le suivi des patients pour qu'ils fassent une petite présentation du syndrome. Je vous ai parlé tout à l'heure d'éducation thérapeutique du patient, donc c'est des activités qui sont organisées par les centres de référence et les centres de compétences maladies rares. Ça va être des ateliers qui sont dispensés par des professionnels de santé pardon, qualifiés et ça va être des activités centrées sur le patient et non vraiment sur la pathologie. D'accord? Le but, c'est d'aider les patients à acquérir ou à maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie quotidienne, comprendre leur maladie, leur traitement, pourquoi on leur donne tel traitement, organiser leurs soins aussi, pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités aussi dans leur propre prise en charge. C'est important que le patient soit acteur de sa prise en charge, qu'il puisse améliorer aussi sa propre qualité de vie. Souvent chez les enfants, bah, les parents deviennent experts en fait dans ces éducations thérapeutiques du patient. Et l'ETP, ben, ça fait partie intégrante, et de façon permanente dans la prise en charge du patient. Donc par exemple, nous au sein du service de génétique, on a un ETP dédié aux patients avec un syndrome de Guy-Georges ou même un ETP dédié de manière plus générale à des patients qui présentent une déficience intellectuelle légère. Une chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est les cartes d'urgence. Alors, pour la plupart des pathologies, rares et notamment, des pathologies avec un trouble du neurodéveloppement, il y a l'AHS aussi, développé ce qu'on appelle, ben, des cartes d'urgence qui vont permettre d'améliorer la coordination des soins quand on est dans une situation d'urgence. En fait, on va garder cette petite carte sur soi. Ça va indiquer les symptômes à prendre en compte de l'évaluation de la pathologie, synthétiser les gestes à faire ou à éviter, en cas d'urgence. Alors là, je vous ai mis un exemple de carte d'urgence de Williams, pardon. Donc, centre de Williams, ce sont des enfants, des adolescents et des adultes qui peuvent présenter des anomalies cardiaques. Donc ça, c'est très important dans le cadre d'une urgence de savoir qu'un patient peut avoir une pathologie cardiaque. Je vous ai parlé tout à l'heure des traitements spécifiques. Alors vous voyez que le chiffre, il n'est pas très en faveur, hein, d'un traitement curatif. Il y a 95 des maladies rares au jour d'aujourd'hui qui n'ont pas de traitement curatif. Alors quand je dis traitement curatif, c'est un traitement qui va guérir la pathologie, hein. Pourquoi? Bah, parce fait, il y a peu de patients pour chaque maladie rare. Pour, chaque syndrome donné, il y a très peu de patients et donc bah, cela, ça complexifie forcément, les recherches, scientifiques à ce sujet. Donc ça va compliquer les connaissances déjà du syndrome. Si on a peu de patients, on a peu de connaissances sur le syndrome. Donc ça veut dire qu'il y a peu de patients à traiter. Qui dit peu de patients à traiter, veut dire aussi que les industriels, ben, il faut qu'ils aient un retour sur investissement. Donc c'est sûr que ça engendre des coûts. Ça coûte très, très cher de développer un médicament. Donc pour plein de raisons que j'évoque pas non plus, hein, ces raisons-là et puis d'autres raisons, c'est très difficile de développer des médicaments dans les pathologies rares. Donc ce qui fait que, ben, je mets qu'il y a peu, mais en fait, il y a quasiment pas de traitement curatif dans les syndromes avec troubles du neurodéveloppement. Alors, il y a plusieurs essais en cours, hein. Il y a de la thérapie génique, hein, vous avez sûrement entendu parler de ce terme, mais aussi des approches pharmacologiques, c'est-à-dire on va prendre des traitements qui existent déjà, par exemple, et puis les réorienter sur des pathologies rares. Il y en a notamment dans le cas du syndrome d'Angelman et dans le cas du syndrome de X fragile, qui a eu beaucoup, beaucoup d'essais thérapeutiques. Alors là, j'ai mis un exemple, donc c'est pas une pathologie neurodéveloppementale à proprement parler, c'est plutôt une maladie neuromusculaire dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la myotrophie spinale et qui bénéficie au jour d'aujourd'hui quand même de 3 traitements, de thérapie génique. Une fois qu'on a fait le biopsie génétique, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ben, il y a les apparentés qui vont rentrer en jeu. Alors quand je dis apparentés, ça va être, ben, les parents bien sûr et puis les frères et sœurs et pourquoi pas les oncles, les tantes, les grands-parents. Alors, quand on annonce un diagnostic génétique, ben, on va dire, bah, voilà, la pathologie, elle est soit héritée, soit de novo. Alors qu'est-ce qu'on appelle de novo? De novo, c'est une pathologie qui est apparue que chez l'enfant, ce qu'on appelle nous un accident génétique, c'est-à-dire que le risque de récit pour le couple, pour les parents est très, très faible et donc là, on est très rassurant pour la fratrie notamment. Et puis après, il y a des pathologies qui sont transmissibles de génération en génération. C'est des pathologies qui vont être liées à l'X, des pathologies récessives, des pathologies mitochondriales. Donc typiquement, je vous ai mis un arbre généalogique d'une famille avec
un certain nombre de X fragiles ou ségrège un certain nombre de X fragiles. Donc, vous voyez que les patients qui sont coloriés, ben, c'est des patients avec un certain nombre de X fragiles. Puis les patients qui ont juste un petit point sont des patients qui sont ce qu'on appelle nous vecteurs ou transmetteurs de la pathologie. Oui, ils ne sont pas malades, mais ils peuvent la transmettre. Donc, vous voyez que c'est quand même important quand on fait un diagnostic génétique, parfois, ben, ça va aussi entraîner un impact chez les apparentés. Et donc, il ne faut pas négliger cet impact psychologique aussi qu'on peut avoir, bah, notamment chez le patient, chez les parents, mais aussi chez les autres apparentés, notamment les frères et sœurs. Parce que parfois, les frères et sœurs, ben, il faut qu'ils comprennent aussi, par exemple, que leur frère ou leur sœur, ben, justement, a un trouble du neurodéveloppement et qu'ils sont à risque ou pas de transmettre cette même pathologie. À quoi ça sert aussi d'avoir un diagnostic génétique? Bah, ça sert aussi à faire progresser dans la compréhension et la connaissance des syndromes rares, hein. Comme je l'ai dit, la plupart du temps, ces syndromes avec trop du neurodéveloppement, ils sont de description souvent récente, avec peu de patients décrits. Donc, on a peu de données disponibles, mais en fait, ce sont surtout des données qu'on a chez les enfants et les adolescents. Donc, le but aussi, c'est d'identifier d'autres patients au niveau national, international, via des collaborations, qu'on puisse établir des cohortes et puis qu'on puisse récolter des données de santé, alors soit via nos réseaux de professionnels de santé, mais aussi on a aussi des bases de données participatives, par exemple, la base de données de Genida, vous avez peut-être déjà entendu parler, où ce sont en fait les parents qui vont rentrer, dans un questionnaire très spécifique, les données médicales de leur enfant et c'est comme ça qu'on va avancer sur la compréhension des syndromes génétiques. À quoi ça sert de mieux comprendre les syndromes génétiques? Ben, c'est évident, hein, mais c'est d'écrire le phénotype. Donc le phénotype, c'est quoi? C'est le tableau clinique des patients, qui sont atteints de ces nouveaux syndromes avec troubles du neurodéveloppement, de préciser et d'affiner les tableaux cliniques de ces syndromes qui sont parfois bien documentés et d'établir des nouvelles recommandations de suivi. Donc je vais en parler un petit peu après, puis le professeur Coutel aussi vous en parlait tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on a fait pour le syndrome de Weidmann-Steiner, dont on a défini en fait, on a essayé de définir le profil neurocomportemental des patients parce que ça avait été très peu étudié dans la littérature. Aussi établir des stratégies de surveillance, des prises en charge spécifiques. Est-ce qu'il y a des nouveaux signes qu'on ne connaît pas, qu'il faudrait surveiller? Éviter ces fameux examens complémentaires inutiles. Aider dans le développement des thérapeutiques ciblées et spécifiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis étudier l'évolution, le pronostic des patients, surtout à l'âge adulte, parce qu'on a très peu de données dans le TND à l'âge adulte. Pour vous présenter rapidement l'étude qu'on a fait dans le syndrome de Weidmann-Steiner, donc via Genida justement, il y a une question qui était, bah: «Est-ce que votre enfant présente des troubles du comportement?» Bah, vous pouvez voir dans 95 des cas, c'était oui et en fait, quand on regarde un petit peu, dans le détail, ben, c'est surtout les enfants qui sont anxieux, qui peuvent avoir des troubles, du déficit de l'attention ou une hyperactivité et il y a une question aussi qu'on aime beaucoup dans Genida, c'est une question ouverte, donc les parents peuvent répondre, ce qu'ils veulent. C'est: «Quel est le problème majeur qui affecte la vie de tous les jours de votre enfant?» Et vous voyez qu'en fait, bah, c'est pas forcément des problèmes médicaux en soi, c'est-à-dire c'est pas des problèmes gastro, c'est pas des problèmes cérébraux, c'est voilà le problème du comportement, l'anxiété, les troubles du comportement, surtout ces mots qui ressortent. Donc ça nous a permis de préciser le profil neurocomportemental des patients et puis parfois d'adapter le suivi, puis d'anticiper, de faire un dépistage précoce de ces troubles du comportement. Donc au final, quel est l'impact du diagnostic génétique dans la prise en charge des patients avec un trouble du neurodéveloppement? Bah, c'est tout d'abord sortir de cette errance diagnostique, dont parfois sont les patients depuis longtemps. C'est un impact psychologique, bien sûr, qu'il ne faut pas négliger. Ça permet d'adapter le suivi, la surveillance via les PNDS, les Gen Review. Mettre en relation les familles avec ces associations de patients. Heu, que le patient devienne acteur de sa propre prise en charge avec les ETP, donner un conseil génétique et avoir une meilleure connaissance, des syndromes génétiques avec troubles du neurodéveloppement. Puis il y a une phrase que j'aime bien aussi, donc c'est: «Après l'annonce diagnostique, les familles et les patients entrent dans une phase active pour leur prise en charge et dans une dynamique participative pour faire progresser globalement les connaissances sur la pathologie», donc c'est aussi un bénéfice collectif. Voilà, je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup Maryse, merci beaucoup pour l'organisation. C'est vraiment un plaisir de parler après Benjamin. Je me suis glissé dans ses pas, j'ai même repris une de ses formules. Et donc, il s'agit maintenant de parler du diagnostic, donc le diagnostic génétique et après, et j'ai sous-titré en précisant bien évaluer pour mieux accompagner. Présenter rapidement donc Romain Coutel, je suis pédopsychiatre, chef de service en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescence sur Mulhouse et professeur associé en pédopsychiatrie à Strasbourg. Et j'appartiens à l'unité du CERM 1329, comme pour la directrice et voilà. Donc, alors, quand je parle de bien évaluer pour mieux accompagner, je tiens à préciser que je ne vais pas parler que des troubles du neurodéveloppement, mais plus globalement des troubles psychocomportementaux associés aux maladies rares de cause génétique. Alors, je voulais repartir de l'étude qui vous a déjà été introduite par Benjamin. Alors moi, c'est plutôt un autre aspect de l'étude que je veux développer.
afin de comprendre, enfin, d'introduire les enjeux autour des troubles du neurodéveloppement dans les maladies. Donc, pour ceux que ça intéresse ou pour ceux qui sont en recherche ou en clinique, je voulais rappeler les outils qu'on avait utilisés parce que ils nous permettent d'explorer différentes dimensions qu'on a mesurées ensuite. Donc, on s'est intéressé à l'autisme à travers l'échelle ADR et SCQ. On s'est intéressé à l'anxiété à travers l'échelle SCARE. Là, je précise les acronymes, vous avez le détail devant vous. On a mesuré le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, avec l'échelle de Conners. On avait évaluer les troubles sensoriels et les troubles du comportement dans le cadre du trouble du développement intellectuel à travers l'échelle ABC. Et enfin, on avait utilisé une échelle de retentissement, hein, qui est la Vineland 2, dont je vais vous préciser les résultats ensuite. Donc, d'emblée, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a affaire à des échantillons très faibles, hein. Pour le groupe d'IRCA1A, on avait 14 patients. Pour le groupe Ilmensteiner, on avait 21 patients. Vous voyez que l'âge est assez bas. Vous savez qu'on a une surreprésentation des études chez l'enfant et l'adolescent et beaucoup moins chez l'adulte. Benjamin a bien expliqué que c'était un enjeu pour l'avenir. J'ai resitué les gènes, hein, pour situer cette présentation dans la cohérence de ce qui précédait. Alors, comme prévu, je vous fais part des résultats qu'on avait retrouvés au niveau de l'évaluation du comportement adaptatif, c'est-à-dire du retentissement des troubles dans le quotidien au niveau de 3 niveaux. La communication, hein, c'est en anglais, mais enfin, c'est assez transparent. Au niveau de l'autonomie dans la vie quotidienne et au niveau de la socialisation. Alors, ça peut paraître un petit peu difficile d'aspect. En fait, c'est vraiment simple. Vous avez en dessous, dans WSS, c'est pour le groupe Wilhelm et DIRCA1, ça parle de lui-même. D'accord? Donc, ce qu'on voit, c'est que pour les 3 domaines étudiés, pour DIRCA1, on observe des espèces de forme de petits abalous, hein, qui montrent que les résultats sont très condensés et se situent à peu près au même niveau entre des scores allant de 20 à 50. Alors, donc, on a un comportement adaptatif qui est homogène et qui est beaucoup plus faible que ce qu'on observe au niveau du groupe Wilhelm-Steiner, où là, on a une forme. Je n'essayerai pas de caractériser, mais en tout cas, vous voyez quelles s'étend des formes les plus sévères, avec des scores à 20, jusqu'aux formes où on peut dire qu'il n'y a pas d'impact sur le quotidien avec des scores proches de ça. Hein. C'est-à-dire que l'adaptation, le comportement adaptatif au quotidien est proche des personnes neurotypiques de le ramener à l'aide. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important de voir on a du coup des résultats très hétérogènes, très étendus, alors que pourtant, on a une petite population de 21 sujets. D'accord? Au niveau de l'autisme, du côté de DIRCA1, là, je fais écho à des résultats qui ont déjà été évoqués, mais que je détaille. On a davantage de symptomatologie autistique, mais il faut quand même noter que l'autisme, en tant que tel, hein, n'est pas présent chez l'ensemble des enfants concernés. Au niveau du groupe Wilhelm-Steiner, on a 5 cas d'autisme pour 21 sujets. En fait, c'est un peu plus que ce qu'on s'imagine. Initialement, on avait choisi le groupe Wilhelm-Steiner comme un groupe associé au trouble du développement intellectuel sans autisme, et quand le groupe DIRCA1, c'était plutôt un groupe autisme et trouble du développement intellectuel. On voit que c'est moins net, hein, et ça montre l'intérêt d'avoir des recherches poussées qui viennent mieux caractériser les profils cliniques, mais ça, j'y reviens. On a montré aussi qu'il y avait davantage d'anxiété et TDAH dans le groupe Wilhelm-Steiner. Donc, si on resitue l'ensemble des résultats, ça donne un profil différentiel, c'est-à-dire comparatif,
entre les 2 troubles de cette nature, hein, davantage d'anxiété TDAH et d'hétérogénéité au niveau du profil adaptatif dans le groupe Neumann-Steiner, avec aussi des compétences cognitives qui sont très variables, alors qu'au niveau du groupe d'Irkara, on est plutôt dans le trouble du développement intellectuel sévère, avec une symptomatologie autistique plus importante et une présentation beaucoup plus homogène. Donc, l'ensemble de ces résultats nous montre en tout cas l'importance de l'évaluation pédopsychiatrique dans ces formes génétiques de troubles du neurodéveloppement. D'accord? Et ce que je souligne, c'est l'hétérogénéité qu'on est susceptible d'observer. Alors, cette hétérogénéité, on peut aussi l'envisager de manière beaucoup plus positive, comme l'expression d'une diversité des troubles, et qui offre l'opportunité aussi de diversité, d'adaptation et d'évolution. Alors, avant d'arriver sur l'évaluation en elle-même et l'accompagnement, je voulais redéfinir quelques principes de base sur l'approche diagnostique et évaluative dans les troubles en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. En gros, d'après moi, plus c'est complexe et plus il faut être clair sur la place de la spécialité et sa définition. D'accord. Donc, un trouble en psychiatrie, et c'est pas limité à la question de l'enfant, de l'adolescent, ça vient croiser euh, une perturbation du rapport au monde de l'enfant ou de l'adolescent qui concerne aussi bien son monde interne que son monde externe, qui va se traduire par des signes et symptômes et un retentissement. Alors là, quand je dis ça comme ça, et puis aussi vite, je pense que j'ai perdu la moitié des auditeurs, c'est normal, hein, j'introduis des choses comme cela et je pense que les professionnels m'ont compris, mais maintenant, je vais m'atteler à pouvoir détailler euh, le contenu des 4 carrés en bas à droite et qu'il faut mieux comprendre ce que vient dire cette définition de la pédopsychiatrie. Alors, par perturbation du monde interne, c'est quoi? En fait, ça veut simplement dire qu'on a des perturbations au niveau du monde interne du sujet, c'est de ses pensées, de ses émotions, de ses souvenirs. Et plutôt que de parler pensée, hein, qui est un terme plus philosophique, c'est bien d'utiliser le terme cognition, qui est caractérisé au niveau scientifique et qui traduit l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance, qui mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention. Vous voyez, les cognitions, ça compte tout cela. Et les progrès réalisés dans le domaine des neurosciences ont bien montré l'impact des émotions sur les cognitions et l'intrication profonde pour l'adaptation des cognitions et des émotions. Du côté du monde externe, c'est quoi? C'est le rapport au monde de l'enfant concerné, à son environnement, c'est-à-dire avec les autres à travers les relations sociales, mais aussi à l'environnement physique. Ce rapport-là est très important parce que d'abord, dans les maladies rares, on peut avoir des troubles sensoriels, enfin, des handicaps sensoriels, des déficiences visuelles, des déficiences auditives. Et puis, dans l'autisme, par exemple, mais pas seulement, on observe des particularités sensorielles avec, par exemple, des hypersensibilités auditives ou des hypo ou hypersensibilités tactiles. Enfin bref, la présentation est extrêmement variable, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a une hypersensibilité à l'environnement. Pour continuer, le retentissement va se jouer au niveau du monde interne avec des ressentis possibles de souffrance psychique. Le tout, ça va être de reprendre, de permettre aux personnes concernées d'exprimer cette souffrance à travers des modalités de communication spécifiques quand ils sont non-verbaux pour qu'on puisse l'entendre et essayer de les soulager à ce niveau-là. Et puis, il y a le retentissement au niveau du monde interne
qui s'évalue à travers l'exploration du fonctionnement et du handicap dans le quotidien et qui va permettre d'évaluer le retentissement aussi bien au niveau familial que des loisirs ou de la scolarité. Alors, pour continuer et tendre vers les recherches les plus actuelles, alors non, avant de ça, je voulais aussi rappeler que ces différentes cases, alors j'ai fait un tableau, c'est un souci pédagogique, mais évidemment, les lignes ne sont pas aussi claires, c'est pas aussi carré que ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces différents éléments sont en interaction et vont participer euh, de l'évolution du trouble dans le temps. Alors oui, pour revenir à ce que je disais, au niveau de la recherche, actuellement, il y a des travaux qui sont très intéressants et qui sont portés en particulier par les collègues et l'équipe de Sven Bolt en Suède, qui tendent à montrer que certes, il est intéressant d'étudier les profils cliniques. Et ça, c'est très classique. On essaye de caractériser, selon la maladie rare, des profils cliniques, c'est-à-dire quel trouble on va plutôt retrouver ou quelle modalité d'expression on va plutôt retrouver. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'étudier les profils de retentissement dans le quotidien. Et d'après Sven Bolt, il est même des fois plus intéressant de se pencher sur le profil de retentissement qu'au niveau du profil clinique. Pour continuer, euh, l'approche pédopsychiatrique peut amener et amène, et c'est de son sens, à caractériser différents troubles. Il faut savoir que dans les troubles du neurodéveloppement, la comorbidité est la règle et donc on aura beaucoup de troubles associés. A fortiori dans les maladies rares ou là, à la cogénétique, où là, on va souvent avoir des associations TSA, troubles du développement intellectuel, TDAH, anxiété et autres. Alors, dit comme ça, le risque, c'est qu'on ait un peu un inventaire à la Prévert et on s'y perd un peu. Du coup, une autre façon d'envisager les choses, mais qui peut être tout à fait complémentaire, c'est d'envisager les choses à travers des dimensions. Alors, pour cela, je vais vous présenter le modèle des RDoC. Alors, j'ai mis des supports en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça en français. L'idée des RDoC, c'est d'avoir des supports qui nous permettent de penser l'interaction entre l'environnement, comme je l'ai vu, tant social que physique, donc les interactions entre l'environnement, le développement, différents domaines. Alors, à travers les différents domaines qu'on peut avoir étudiés, c'est les aspects veille-sommeil, les aspects sensorimoteurs, les aspects cognitifs, les aspects sociaux et enfin les aspects émotionnels en étudiant à la fois les émotions cognitives et les émotions négatives. Et on va étudier l'interaction de ces différents domaines avec le développement et l'environnement à travers différentes unités d'analyse qui vont du gène aux aspects les plus subjectifs, c'est-à-dire du gène au rapport au monde interne. Et en étudiant, en tout cas, c'est l'ambition que se donne ce support, ce projet, d'étudier aussi bien les aspects moléculaires que cellulaires que physiopathologiques. D'accord? Alors, une fois posés, ces principes, ces manières d'appréhender les troubles du neurodéveloppement et plus largement les troubles psychocomportementaux, je vais vous détailler de manière très concrète comment on peut mieux évaluer dans ces situations avec l'objectif de mieux accompagner et on verra en tout dernier lieu qu'est-ce qu'on, à mon avis, il faut viser exactement. Alors, pour bien évaluer, comme je vous l'ai expliqué, on s'appuie sur des classifications internationales des maladies, par exemple la CM11, qui va nous permettre de définir certains trucs. On va croiser ces données-là avec les données existantes
qui peuvent s'appuyer sur des PMDS. Les PMDS nous sont très utiles parce que pour une maladie génétique donnée, quand on reçoit une personne, et ben, on va pouvoir aussi s'appuyer sur les données qui sont rapportées à la PMDS pour rechercher tel ou tel trouble qu'on sait particulièrement prévalent dans cette situation. Si on pense au Wilman-Steiner, ben, on va avoir une attention spécifique portée sur le TDAH ou les troubles anxieux. On peut aussi se référer à Orphanet, comme l'expliquait Benjamin, à la littérature scientifique à travers des, euh, des, des moteurs de recherche comme PubMed. Et puis, euh, comme les collègues en génétique, on a nos RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire, et il en existe une spécifique qui nous est particulièrement utile et qui porte sur les maladies rares à expression psychiatrique qui s'inscrit dans le cadre de l'activité du réseau de MENA. Donc, à croiser ces différentes informations, on va pouvoir décrire finement le profil clinique des enfants et adolescents observés. Néanmoins, il y a certaines limites à cette démarche, et là, je voulais vraiment insister là-dessus. Au niveau des données scientifiques, comme rappelé dans l'étude que j'ai présentée, le N, c'est-à-dire le nombre de sujets inclus, est très peu. Hein. Donc, il faut vraiment se méfier de généralisation abusive en disant, par exemple, ah ben, dans le Wilman-Steiner, ils ont tous un profil euh, euh, sans autisme, avec un trouble anxieux, avec un TDAH. Et la réalité est très loin de tout ça. Le deuxième aspect qui est difficile à prendre en compte dans les études scientifiques parce que la science n'est pas faite pour ça, c'est l'importance de l'hétérogénéité phénotypique. C'est-à-dire pour une même anomalie génétique, et on le voit dans le cas de Alzheimer, on peut avoir une hétérogénéité au niveau des troubles psychoportementaux qui est très important. Ensuite, et là je voulais souligner aussi, c'est très important de rappeler que les troubles psychocomportementaux et les troubles de neurodéveloppement ne sont pas, on ne peut pas limiter l'étiologie aux aspects génétiques. Il y a des aspects environnementaux qui vont, alors ça dépend selon les troubles concernés, mais qui vont jouer sur le développement ou non des troubles. Un exemple, les troubles du langage, un support d'héritabilité, sans doute génétique qui est vraiment important, mais les facteurs psychosociaux jouent aussi beaucoup dans le développement des troubles du langage. D'accord? Donc, tout ça pour dire qu'on a des profils très hétérogènes, c'est très important d'insister sur ces dimensions. Ensuite, je veux aussi vous mettre en garde, c'est-à-dire que les enfants, les adolescents qui ont des maladies rares, ils sont soumis au même risque que les autres d'avoir telle ou telle maladie. Ce qui fait que dans certains troubles, habituellement, on n'observe pas d'autisme. Et puis, il peut arriver qu'il y ait un autisme qui apparaisse, mais aussi bien, ça n'a rien à voir avec l'anomalie génétique. C'est juste que les enfants, ils ont eu un autisme en plus ou un TDAH en plus, mais qui ne peut pas s'expliquer par une anomalie génétique. Par principe, si vous voulez, les données scientifiques, ce qu'on dit, c'est vraiment l'universel. On cherche à caractériser, à travers les données scientifiques, un trouble indépendamment, si vous voulez, de la situation individuelle. Les données scientifiques, ça ne répond pas à un cas individuel. D'accord? Peut-être que la situation qu'on raconte, elle est très loin, pour des raisons statistiques, de ce qu'on observe habituellement. Voilà. Un exemple, c'est la trisomie 21 ou syndrome de Down. On a tous en tête un profil particulier qui associe des profils de sociabilité, de grande sociabilité, de grande sensibilité, de belle affectivité. Alors, c'est souvent vrai. C'est vrai qu'on observe ces particularités dans le syndrome de Down de manière vraiment récurrente et en soi, c'est vraiment intéressant. Mais ça ne veut pas dire
que l'ensemble des personnes qui présentent une trisomie 21 ou un syndrome de Down ont ces particularités-là. On retrouve régulièrement des personnes qui ont un syndrome de Down, qui sont en plus un autisme. Donc, vous voyez, il faut se méfier des stéréotypes. Les stéréotypes, ils existent partout, ils existent aussi dans les maladies rares et il faut vraiment faire attention à ça. Ensuite, et ça, je voulais vraiment insister là-dessus. C'est pas parce qu'il n'y a pas de trouble caractérisé qu'il n'y a pas absence d'un. J'explique. Par exemple, des fois, on estime qu'il n'y a pas assez de critères pour retenir un diagnostic d'autisme. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne ne rencontre pas de difficultés au niveau de la communication sociale. Je vois plein d'enfants qui ont des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Quand on fait les évaluations de orthophonique, on ne retrouve pas de dyslexie de manière formelle. Cependant, ils ont des difficultés de lecture. Et c'est vraiment important de pouvoir s'interroger sur savoir comment est-ce qu'on va prendre en compte ces particularités-là. Voilà. Donc, au regard de toutes ces questions posées, et pour essayer d'y faire face, on associe aux classifications et donc au diagnostic des évaluations multidimensionnelles dans la continuité des modèles que je vous ai présentés, en particulier du développement. Et puis, on va aussi évaluer le retentissement. Alors, pour ce qui est de l'évaluation du développement, je vais vous citer l'exemple d'une échelle qu'on utilise très communément sur Ulule, qui est l'inventaire de développement de l'enfant. C'est une échelle qui est complétée par les parents. Non, elle a été validée comme ça, mais la plupart du temps, les parents peuvent tout à fait la compléter seuls. Et ce qui est très intéressant, c'est une échelle qui est valable uniquement pour les enfants jusqu'à 7 ans. Hein. Cette échelle est très intéressante parce qu'elle est très singulière et malgré tout, elle va nous permettre de nous renseigner sur différents domaines de développement comme la socialisation, l'autonomie, les aspects moteurs, les aspects langagiers, l'apprentissage des lettres et des noms. Et à partir de ça, on va pouvoir définir des profils, comme vous le voyez là. Alors là, c'est l'exemple d'un enfant de 39 mois qui présente un retard de langage. Alors, je vous le dis d'emblée, mais on aurait pu le deviner. Alors, l'échelle de base, elle est faite pour repérer des retards de développement. Donc, on calcule un score global de développement qui est à droite. Et vous voyez qu'on obtient un score entre 38 et 39, qui correspond à le développement de 29 mois, et qui vient situer l'enfant dans la zone à risque de développement. D'accord. Si on s'en tenait là, on pourrait penser qu'il est à risque de présenter plus tard un trouble du développement intellectuel. Néanmoins, quand on regarde le profil en détail, ce qu'on voit, c'est que à gauche, voilà, vous voyez que oui, j'ai trouvé un pointeur, c'est encore mieux. Donc, vous voyez à gauche, la socialisation est respectée, l'autonomie aussi, la motricité globale ici n'est globalement réservée. Alors, on est un petit peu décalé par rapport à la norme, mais rien de très significatif. Par contre, on voit que le langage est très nettement impacté, comme l'apprentissage des lettres et des noms. Donc, ce profil-là, il suggère un retard de langage. Pour l'âge des lettres, on ne tient pas compte, mais on pourrait attendre un peu plus d'intérêt pour les noms. Peut-être qu'il y a une dyscalculie qui est susceptible d'arriver par la suite. Mais ça, c'est plus discutable. Mais ce qu'on voit très clairement, c'est qu'on a un retard de langage. D'accord? Donc, oui, ce genre d'outil est très utile parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin que de caractériser simplement un retard de développement et d'avoir une perspective globale de la personne. Donc, voilà ce qu'il en est pour l'évaluation du développement. Pour l'évaluation du retentissement, on va s'appuyer sur la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé.
Alors, c'est une échelle qui n'est pas très connue, pourtant elle existe depuis les années 2000. Elle est très intéressante. Le souci, c'est qu'elle est très exhaustive et donc elle est, euh, elle est, comment dire, très, très coûteuse en temps à, à remplir, hein. Mais heureusement, la recherche s'en est mêlée et développe maintenant des formes abrégées qui vont être très intéressantes. Et puis, la CIF, il faut le savoir, mais c'est le support du GVASCO. Je ne sais pas si vous connaissez le GVASCO, c'est une échelle qui est complétée par les enseignants dans le cadre des équipes de suivi de scolarité. Dès qu'un enfant bénéficie de l'aide d'un ou d'une AESH, mais ça s'inscrit dans le cadre d'un, d'un- du ESS. Il y a un projet personnalisé et l'enseignant doit renseigner ce questionnaire qui permet d'appréhender l'adaptation dans le quotidien à différents niveaux, aussi bien des apprentissages que de la socialisation. Pour moi, aujourd'hui, dans l'approche de ces situations-là, je trouve que ces éléments-là sont aussi importants que les éléments cliniques qu'on peut constater en consultation continue. Au niveau de la recherche, la CIF est de plus en plus utilisée par l'équipe de Sven Bolt dont j'ai parlé précédemment. Et ils ont pu établir dans des formes de sites abrégés pour l'autisme et pour le TDAH. Donc là, ça développe des perspectives de recherche très intéressantes autour du retentissement. Alors, comme je vous le disais en préambule, bien évaluer, c'est une chose, bien diagnostiquer, c'est une chose, mais pourquoi faire? Eh bien, le but de tout ça, c'est de pouvoir proposer un accompagnement sur mesure. Pour illustrer cela, j'ai allé chercher sur Internet, bon, toute illustration, c'est un patron de déguisement d'enfant, mais l'idée, c'est que euh, on va faire comme un couturier, un peu, on va penser ensemble, hein, c'est très participatif et très collaboratif, c'est un accompagnement sur mesure qui suppose une très bonne évaluation et qui nous permet de faire face à l'absence de données scientifiques à fort niveau de preuve par rapport aux interventions dans les maladies rares. Vous expliquez que le N est trop faible, mais au-delà de ça, si vous prenez l'autisme, par exemple, les études qui ont été réalisées par rapport aux interventions dans l'autisme excluent quasi systématiquement les enfants qui ont des troubles neurologiques associés, qui ont des retards de développement trop importants. Or, dans les maladies rares, on retrouve très souvent ce type de profil. Donc, si vous voulez, les données de la littérature actuelle ne permettent pas de nous dire ce qui n'est pas suffisamment de nous dire ce qu'il faut faire avec tel ou tel enfant. Du coup, l'importance de l'adaptation de l'environnement n'en est que plus forte à travers la compensation des besoins, ça c'est parlé dans la logique de la MDPH, mais aussi à travers une inclusion qui doit être, à mon sens, raisonnée, c'est-à-dire on doit penser ce qu'on cherche à faire en termes d'inclusion et raisonnable, c'est pas être dans des logiques d'inclusion à tout prix, qui nuisent aux enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver le bon équilibre, et ça, on pourra en reparler par la suite. Donc, un accompagnement sur mesure avec la meilleure inclusion possible et dans une démarche qui est orientée rétablissement. Alors ça, je voulais vraiment insister là-dessus parce que pour moi, c'est sans fin. En médecine, classiquement, on définit un trouble, une maladie, une pathologie avec l'ambition de la guérir. Hein. Dans les maladies rares, et quand il y a des troubles du neurodéveloppement associés, il me semble essentiel de viser d'abord le rétablissement. Qu'est-ce qu'on entend par rétablissement? Le rétablissement, c'est le fait de viser le devenir des personnes et leur qualité de vie dans la vie quotidienne. Enfin, la qualité de vie, c'est dans la vie quotidienne, mais de viser d'abord leur qualité de vie. D'accord?
que le rétablissement postule, c'est la possibilité d'une vie riche et porteuse de sens chez les personnes, indépendamment de l'évolution de la symptomatologie et de leur avec une attention portée sur l'expérience subjective du trouble, encore plus que bien plus que sur le pronostic évolutif du trouble. Avec avec, l'importance de considérer la personne dans sa globalité en tenant compte de ses projets de vie, alors la personne et sa famille, bien sûr. Et oui, l'idée, c'est vraiment de réintégrer, entre guillemets, la perspective médicale dans des perspectives beaucoup plus larges qui nous permettent d'être bien plus vigilants, heu, au retour des patients et de leurs familles et d'utiliser au maximum les ressources de l'environnement qui peuvent être régulièrement être très originales. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment pour, votre attention et puis donc on est ouvert à vos questions avec, mon collègue, enfin si je respecte le programme de l'arrêt. Voilà, merci. Alors, il y a une question, hein, qui fait un peu écho finalement au premier webinaire, qui est: «Sur quoi se baser pour orienter des parents sur une recherche génétique?» Donc Benjamin, je peux peut-être te laisser répondre. Alors, qu'est-ce que vous entendez par cette question? Parce que sur quoi se baser? Ben, en fait, on a par exemple, typiquement dans la déficience intellectuelle, un enfant qui a une déficience intellectuelle, bien sûr qu'on va vouloir rechercher au niveau génétique parce qu'on sait qu'il y a des causes génétiques de déficience intellectuelle. Après, c'est pas forcément le cas pour tous les troubles du neurodéveloppement, c'est ce qu'on avait discuté, lors du premier webinaire, hein, tout ce qui est par exemple TDAH, on sait que voilà, au niveau génétique, on trouve rarement des causes monogéniques. Pour le TSA, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc voilà, est-ce que vous voulez un peu préciser la question? Parce que voilà, on les examens génétiques, on les préconise, tout dépend, ça va dépendre de plein de signes en fait, hein, au final, hein. Dans le TND, c'est vraiment la déficience intellectuelle, notre porte d'entrée principale. Alors il y a pas forcément de précision sur la question, mais effectivement, on peut peut-être rajouter que s'il y a un TDAH, isolé ou même un trouble du spectre de l'autisme isolé, hein, sans autres signes cliniques, on préconise pas pour l'instant de recherche génétique parce qu'on a peu de formes simples, qui sont rapportées et donc je vous invite à voir éventuellement le premier webinaire si vous l'avez pas déjà regardé, qui explique un peu cette différence entre formes simples et formes plus complexes. Pour l'instant, les analyses qu'on est capable de faire, sont vraiment réduites aux formes simples, par rapport aux formes complexes qui n'ont pas de retour individuel, intéressant à l'heure actuelle. Donc je ne sais pas si ça répondait à la question. Alors il y avait une autre question pour vous. Quel pourrait être l'intérêt de réaliser un bilan génétique pour un jeune qui aurait un diagnostic de TSA qui a déjà été posé, depuis plusieurs années? Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire, Amélie. Tout dépend si c'est un enfant, un jeune adulte avec un trouble du spectre autisme isolé ou avec une déficience intellectuelle. Dans le cas d'un TSA isolé sans déficience intellectuelle, on ne préconise pas au jour d'aujourd'hui de faire d'analyse génétique, si les parents, voilà, à part si demande parentale très, 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 très importante, mais avec un discours en disant que très probablement on ne trouvera rien au niveau génétique. Bien sûr, si c'est un TSA qui rentre dans le cadre, d'une déficience intellectuelle, là, le discours est tout autre et bien sûr qu'on pourrait, proposer des analyses génétiques, bien sûr. Alors, je Et je vois pense qu'il y avait un peu une question sur finalement qu'est-ce que ça apporterait. Alors imaginons que c'est un TSA qui rentre dans le cadre d'un TSA syndromique pour lequel on peut suspecter une cause génétique. J'imagine que la question c'est un petit peu qu'est-ce que finalement ça pourrait apporter de poser un diagnostic génétique après tant d'années. Alors, le but pour la personne, c'est sûr, ça ne changera pas son diagnostic de trouble du spectre autisme, hein, qui est pas du tout un diagnostic génétique, mais vraiment un diagnostic, clinique. Par contre, ça peut apporter une réponse, à l'étiologie, donc à la cause de ce TSA et puis apporter aussi ce qu'on appelle le conseil génétique, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure et si le garçon ou la fille a des frères et sœurs, est-ce qu'eux aussi ont un risque d'avoir des enfants avec un TSA? Ou, même pour les parents, risque de récidive pour une prochaine grossesse. Après, ça permet parfois d'adapter un petit peu les choses. Alors, c'est sûr, quand on a un diagnostic génétique posé, ben, parfois pour la MDPH, ben, ça on va dire que ça peut aider à obtenir certaines aides, voilà. Mais c'est sûr que pour la personne en elle-même, ça ne changera pas son diagnostic de TSA. Ça, c'est sûr et certain pour le coup.
Il y avait une question sur la déficience intellectuelle. Donc, quels sont les critères qui confirment que l'enfant a une déficience intellectuelle? Tu veux en parler, Romain? Ouais, je veux bien. Donc, ce qui est très important, alors déjà, un trouble du développement intellectuel, c'est un très important de le diagnostic. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de retentissement. Et au-delà de ça, ça veut dire un développement qui va être impacté par ce trouble du développement intellectuel. Et c'est d'autant plus important de le repérer que c'est une mesure qui est stable dans le temps. C'est-à-dire que si on a un trouble de développement intellectuel à 8 ans, la probabilité qu'on l'ait toujours à 12 ans, à 14 ou à 16 ans est très élevée. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on diagnostique ça? Alors, les critères sont clairs, il faut que les enfants aient plus de 6 ans, et ça s'appuie sur le test de QI, ça mais pas seulement. Et ça, je me permets d'insister, on ne peut pas euh, limiter le trouble du développement intellectuel à un QI, classiquement, enfin, c'est les référentiels, c'est inférieur à 70. Ça implique aussi une mesure du retentissement, par exemple, avec l'échelle de Vineland dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que et ça constitue aussi ce que je vous définissais d'un trouble en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. C'est-à-dire que ce n'est pas que une mesure d'une fonction cognitive, pour le coup, une mesure des cognitions, mais ça s'associe à une mesure de retentissement. Et c'est bien les deux qui doivent être évalués ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Peut-être Benjamin, au niveau génétique, finalement, c'est vrai que nous, on parle de déficience intellectuelle associée à un trouble du spectre autistique pour orienter vers une analyse génétique, mais les enfants n'ont pas forcément toujours une évaluation de la déficience intellectuelle en bonne et due forme. Donc, votre définition, parfois, est un petit peu, justement, plus sur la perception du retard. C'est ce qu'évoquait Romain au final, l'échelle de la Vineland. Nous, on l'a fait en fait un peu de manière non officielle dans notre tête quand on voit un enfant. C'est sûr que ce qui est très compliqué, c'est la déficience intellectuelle légère. C'est sûr que parfois, dans une consultation d'une heure, ça va être très difficile de savoir si un enfant est TSA. Est-ce qu'un enfant est déficient intellectuel léger? Bien sûr, sur des enfants qui ont une vraie déficience textuelle très importante, qui sont déjà en IME à 6 ans, qui n'ont pas une scolarité classique, bien sûr que là, les bilans psychométriques et la Vineland ne feront que confirmer notre impression clinique, hein. Ce qui nous embête, nous, le plus, ce sont ces enfants qui ont 4-5 ans, qui ont des difficultés à l'école, mais on ne sait pas si c'est des difficultés qui sont dues au TSA, des difficultés qui sont dues à un TDAH, à une anxiété. Voilà, c'est un peu ces enfants-là qui sont un peu compliqués. C'est là, en fait, on fait souvent appel à nos collègues psy pour que ces enfants aient des bilans psychométriques vraiment caractérisés avec soit des échelles cognitives, soit une Vineland, pour qu'on puisse justement nous s'orienter. Mais c'est sûr qu'à 10-15 ans, voilà, après 6 ans, normalement, quand il y a une vraie déficience intellectuelle, on a maintenant quand même assez le coup d'œil pour le voir d'un premier abord. Et juste peut-être pour revenir à cette question justement d'intérêt de faire des recherches génétiques, donc on dit déficience intellectuelle, mais en fait, on va avoir des enfants qui vont être borderline, justement, pas forcément avec déficience intellectuelle, et pour lequel la génétique sera quand même préconisée, parce qu'il y aura peut-être d'autres signes associés qui vont orienter vers une piste d'une forme simple génétique. En fait, pour l'autisme, on met plutôt ça en regard d'enfants, par exemple, qui n'auraient pas du tout de retard intellectuel, des formes, on va dire, ce qu'on appelait haut niveau d'autisme, pour lequel on sait clairement que la plupart vont être des formes complexes avec l'intervention de facteurs génétiques, mais aussi de facteurs environnementaux. Et là, l'analyse génétique n'est pas préconisée. Donc, c'est vraiment un peu cette dichotomie pour les TSA ou pour le TDAH entre des formes vraiment, on va dire, sans aucune déficience intellectuelle ou trouble du développement intellectuel et des formes qui pourraient être un peu plus borderline. Pour rebondir sur ce que tu dis, hein, pour ces fameux enfants qui ont des profils cognitifs, nous, ce qu'on qualifie plutôt d'hétérogènes, qui ne rentrent pas stricto sensu dans le cadre de la déficience intellectuelle, bien sûr, si c'est un enfant qui a en plus une épilepsie, qui a en plus une malformation cardiaque, qui a en plus une malformation rénale, bah là, bien sûr que nous, ça nous oriente vers de la génétique, hein, même si on n'est pas stricto sensu dans les critères de la déficience intellectuelle, hein. Donc c'est très rare, hein, d'avoir un QI total, hein. Je pense que Romain dirait la même chose, mais
C'est très, très rare d'avoir un QI très beau, un QI très hétérogène, hein. Souvent, les enfants ont des compétences dans certains domaines et ont des et sont un peu déficitaires dans d'autres, hein. Donc, c'est pour ça que le Q c'est pas vraiment le QI qui nous intéresse, c'est plutôt le profil cognitif en soi, en fait. On a comment connaître le fonctionnement du service de génétique de sa région? Bonne question, bonne question, bonne question. C'est-à-dire comment on trouve j'imagine les coordonnées du service de génétique? Le plus simple, à mon sens, c'est d'aller sur le site, du CHU, de la grande ville de votre région, parce que la plupart, en fait, des services de génétique se trouvent au sein des CHU. Alors nous, par exemple, sur la région, en Alsace, bah, on a Strasbourg, bien sûr, on a aussi la génétique sur Mulhouse. Mais normalement, si vous tapez service de génétique avec la ville, la plus grande ville de votre région, en tout cas les CHU proches de votre région, vous allez pouvoir trouver les coordonnées. Après, vous pouvez justement passer, ben, par ces fameux forums maladies rares dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui sont là justement pour vous orienter, vers des centres de compétences, des centres de référence maladies rares et eux, ils vont pouvoir vous donner, exactement, bah, les praticiens dans ces services et puis les adresses aussi de ces services, hein. En attendant la suite, peut-être, donc vous pouvez vraiment aller sur le site d'Efficience. On peut vous... Alors, je pense que Marie avait mis déjà le lien dans le chat de la filière d'efficience et de la filière Handirard. Et là, vous avez tous les centres de référence dans les différentes villes avec le nom des médecins référents. Donc, n'hésitez pas à contacter ça et à croiser ça avec votre CHU. Enfin, souvent, c'est les mêmes noms, de toute façon, qui sont là. Est-ce qu'il est pertinent de rechercher un profil génétique chez une personne diagnostiquée autiste et qui rencontre des troubles? De quel genre de trouble? Donc la question s'est complétée donc du coup donc avec une personne diagnostiquée autiste qui rencontre des troubles au niveau somatique. Alors j'ai pas forcément plus de détails. Ouais, donc j'imagine ça, enfin, on va prendre une personne qui a certes ce fameux trouble du spectre de l'autisme, mais qui, comme tout à l'heure je l'ai dit, peut avoir, par exemple des malformations, une épilepsie associée, des troubles de la marche, tout autre, symptôme qui normalement ne rentre pas dans le trouble du spectre de l'autisme. Bien sûr que ça vaut le coup de pousser les investigations. Après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut toujours commencer par une évaluation médicale, que ce soit avec un neurologue si c'est des troubles neurologiques, avec un neuropédiatre si c'est un enfant. Et en fonction, le spécialiste pourra vous orienter vers une consultation de génétique. C'est plus comme ça qu'il faut prendre les choses. Après, voilà, tout dépend les troubles somatiques, hein. C'est sûr que troubles somatiques, ça veut dire plein de choses. Mais c'est sûr que là, on rentrerait plus dans un trouble du spectre autisme qui n'est plus isolé, mais qui associe d'autres comorbidités. Il y a une autre question qui est intéressante, Benjamin, qui est finalement quand on a eu un diagnostic génétique pendant l'enfance, est-ce que on peut solliciter le service de génétique à l'âge adulte pour mettre à jour les connaissances? Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr et même pour nous en tant que praticiens, avoir justement le recul on a peu, hein, comme je dis, on a très peu d'adultes, hein. Donc c'est sûr que quand on a des adultes avec des syndromes génétiques rares et ben, déjà, bah, ça va nous permettre d'adapter leur suivi à eux parce qu'il y a souvent un suivi qu'il faut poursuivre à l'âge adulte, hein. On parle souvent du suivi des enfants, mais à partir de 18 ans, la pathologie elle est toujours présente, hein, donc il faut toujours poursuivre et dans certains syndromes, il y a même des surveillances à mettre en place. Et puis même si la personne aussi veut reprendre contact pour rediscuter de sa pathologie, parce que si on lui expliquait les choses il y a 20 ans, il y a peut-être des choses qui ont évolué depuis 20 ans, même très certainement des choses qui ont évolué. Donc bien sûr qu'il peut, et c'est même recommandé s'il le souhaite. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, vous avez les liens vers les deux filières, hein, donc déficience et handirard, où vous avez la cartographie de la France avec les différents centres et les différents contacts des médecins coordinateurs des centres de référence. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie tous les trois pour vos présentations et puis les échanges qu'on a eus pendant les questions. Merci aux participants. Pour l'invitation, au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.